quand tu peux. Ok. Bah, bonjour à tous. Merci d'être présent. Alors, je vois pas du tout combien il y a de personnes, mais bon, c'est des aléas du direct. Je m'appelle Félix Aimé. Ça fait quelques temps que voilà, que je travaille en sécurité informatique. Ça doit faire à peu près 10 ans, peut-être un peu plus. Plutôt, ça dépend. Travail et passion. Passion, ça fait plus de 15 ans. Et travail, ça fait 10 ans. Et je vais vous présenter un truc sur les enquêtes ciblées aujourd'hui, comment on les fait. Plutôt des enquêtes sur des attaques, ciblées et avancées. Alors, il y a cette cette nomination un peu d'APT, cet acronyme, Advanced Persistent Threat que personne un peu comprend et que tout le monde utilise, notamment à connotation commerciale. Aujourd'hui, je vais essayer d'un peu vous présenter ça vraiment sous l'angle d'un chercheur et de nos recherches, comment on enquête là-dessus. Alors, me concernant, bah, c'est assez rapide. Donc j'ai fait, un peu de pentest chez British Telecom, mais c'était, très rébarbatif, on va dire. Les missions de pentest, à la fin, je sais pas s'il y en a certains en alternance ou autres, ou qui taffent déjà, qui en ont fait, mais je trouvais ça vraiment très rébarbatif, les audits, donc j'ai souhaité un peu bouger. Je suis allé à Annecy, développer, bah, ce qu'on appelle le Threat Intelligence, à cette agence. Donc c'est vraiment, de l'analyse tant technique, mais aussi avec beaucoup de contexte géopolitique, géoéconomique, etc. Pour un peu comprendre, ce que veulent les attaquants, comment ils fonctionnent et à terme, le saint graal, en fait, c'est d'essayer d'anticiper les attaques. Alors ça, c'était, quand j'y étais. Maintenant, c'est plus d'entraver, les attaques. Donc c'est toujours, aussi intéressant et je vois que ma connexion, saute, également. Après Nancy, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé pour Kaspersky et voilà. Et Kaspersky, je fais également du threat intelligence euh, sur toutes sortes d'APT d'attaques. Et récemment, c'était l'année dernière, pendant le confinement, j'ai développé un outil qui s'appelle TinyCheck. Vous pourrez regarder ça. Alors, c'était soit je présente TinyCheck, soit je fais cette présentation. Je pense que cette présentation est mieux. TinyCheck, c'est un outil vraiment pour intercepter les connexions Internet de smartphones. Et ça permet typiquement, ça va permettre de détecter si votre smartphone est compromis. Donc ça peut être utilisé pour pas mal de choses, notamment dans le cas de personnes qui ont un spyware sur leur téléphone, du type stalkerware ou voire des implants un peu plus poussés en termes d'APT. Donc on va revenir avant tout sur quelques concepts vraiment liés aux attaques informatiques. Pas, on va dire, l'hacker dans son coin, un peu le lycéen ou l'étudiant qui attaque un truc dans son coin, mais vraiment des attaques organisées et voir comment elles se font. Donc les attaquants, ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que voilà, on n'est pas face à un mec isolé. Généralement, quand c'est des attaques avancées, c'est plusieurs personnes. Donc on parle souvent de groupes d'attaquants, c'est des services de renseignement, des entreprises privées qui répondent généralement à un commanditaire. Donc ça peut être une autre entreprise, ça peut être un gouvernement, ça peut être plein de choses différentes. Et ce commanditaire va leur demander d'aller voir, d'aller chercher l'info qu'ils veulent ou d'aller saboter quelque chose, etc., etc. Et le threat intelligence, en fait, il réside dans un constat simple, c'est que ces entreprises, ces groupes d'attaquants ont par défaut des budgets et des moyens humains limités. C'est-à-dire qu'un groupe d'attaquants pakistanais, par exemple, n'aura pas du tout la même sophistication que le GCHQ ou n'aura pas, voilà, ne pourra pas brûler des zero day à gogo. Et donc, ils vont suivre généralement des procédures, ils vont avoir toujours les mêmes implants durant leur campagne d'attaque. Et on va avoir vraiment des relations entre chaque
campagne d'attaque. Et en fait, c'est ces relations que nous, on essaie d'avoir, c'est comment les détecter, comment savoir que c'est le même attaquant qui attaque un premier réseau et ensuite qui attaque un deuxième réseau, voire qui attaque plusieurs réseaux informatiques en parallèle. Alors, je ne sais pas si vous voyez les slides s'enchaîner, parce que j'ai vraiment un très faible signal. Donc, si on reprend un peu par ordre graphique, généralement, on n'a pas d'ailleurs une seule entité qui, on va dire, subventionne toutes ces attaques. On a plusieurs entités. On a une première entité qui est un peu la base. C'est celle qui va avoir les opérateurs qui vont faire vraiment d'eux-mêmes l'intrusion dans le réseau. Et cette première entité, généralement, elle a plusieurs bureaux. Elle va avoir un bureau qui va s'occuper vraiment de l'infrastructure d'anonymisation liée à l'attaque. Donc tout ce qui va être anonymisation, ce sera ce bureau-là. On a un bureau qui arrive en soutien aux opérations, donc c'est du DevOps, donc du développement opérationnel, c'est-à-dire qu'un opérateur a besoin de quelque chose, un code, un petit truc qui puisse se servir pendant son attaque. Et généralement, on aura ce support-là dans l'entité qui réalise les attaques. Ensuite, on a tout ce qui va être opération. Donc là, c'est vraiment les opérateurs derrière leur clavier. C'est ceux qu'on voit, nous, se latéraliser dans les réseaux. Évidemment, je vous montre un schéma, mais ça peut être légèrement différent. On peut avoir plusieurs bureaux d'opérateurs. On a un bureau ciblage qui va faire vraiment du renseignement sur les cibles. Comment cibler quelqu'un de la meilleure manière et de la manière la plus furtive, par exemple, un bureau d'analyse, etc. Et autour un peu de cette entité, on a tout un écosystème, évidemment, parce que il y a eu vraiment une privatisation aujourd'hui des moyens informatiques, de lutte informatique offensive, comme on appelle ça en France. On peut avoir des entités privées qui vendent des malwares. Alors ça, on parle souvent dans des pays, voilà, États-Unis, etc. Mais vraiment, il y a énormément de boîtes aujourd'hui, même en France, qui peuvent vendre des malwares à d'autres boîtes ou à d'autres organismes gouvernementaux. On a des entités privées, évidemment, qui vendent aussi et qui font de la recherche d'exploits. On a aujourd'hui même des brokers d'exploits, c'est-à-dire que ça coûte tellement cher de faire de la R&D pour avoir genre, une chaîne complète d'exploitation et, par exemple, de persistance sur iOS, que on a des brokers qui vont racheter vos exploits pour les revendre. Donc eux, ils s'occupent juste du lien, en fait. Ils font même plus de recherche. Avant, par exemple, VuPen faisait pas mal de recherches. Aujourd'hui, c'est devenu Zerodium. Ils font quasiment que du broking d'exploits. Et on a également énormément d'entités privées qui font des logiciels d'analyse de type, voilà, vous avez genre votre service de rance a récupéré des milliers de documents, donc on va avoir des logiciels d'analyse d'OCR, des logiciels d'analyse d'images, des logiciels de mise en relation d'énormément de documents, etc., de traduction aussi. Donc ça, c'est vraiment tout l'écosystème, des fois, qui participe aux attaques telles qu'on le voit aujourd'hui. Et en termes de vue, alors nous, on a une vue principalement sur tout ce qui va être vraiment ce gros pâté, donc cette entité un peu centrale qui fait les opérations, donc sur leur infrastructure, sur leur développement opérationnel, on va pouvoir voir leur code. Les opérateurs aussi, des fois, ils font des fautes, donc on peut des fois remonter jusqu'aux opérateurs, c'est très rare, mais ça peut être réalisé, et également le ciblage. On a aussi une petite vue sur l'entité privée. Malheureusement, on n'a pas ce lien entité attaquante et l'entité privée qui va fournir, par exemple, des codes d'exploitation ou des malwares. Mais des fois, ça peut arriver où on se dit, tiens, c'est bizarre, on a deux groupes d'attaquants qui utilisent le même exploit qui provient d'un même exploit de broker parce que voilà, on a des strings ou la façon de chiffrer leur shellcode ou autre, c'est vraiment la même. Et on se dit, bon, ils ont peut-être fait appel au même exploit de broker ou à la même société derrière qui leur a vendu leur code d'exploitation, même si ces gens sont dans deux pays différents, par exemple.
Et c'est déjà arrivé. On a un développeur d'exploit, par exemple, qui s'appelle Volodia, qui est russophone et on a retrouvé ces exploits être utilisés par un tas d'acteurs et pas uniquement russophones. Donc ça, c'est également intéressant. Point de vue de leur organisation, bon là, c'était vraiment, j'avais fait cette conf pour des gens vraiment pas du tout aguerris, mais voilà, c'est simple, c'est dans des bureaux comme tout le monde, et c'est des salariés, on a des gens qui travaillent chez eux, mais assez rarement. Et voilà. Donc, quelle visibilité nous on a là-dessus? J'aime bien représenter ça sous la forme d'un espèce d'iceberg où on a différents. Ouais, vous voyez rien en fait. Ok, donc attends, ça c'est dingue. Je vais passer en 4G. Oui, parce que là, c'est un peu relou. Je me reconnecte. Ouais, donc en gros, on a les attaquants avec on va dire, un service de renseignement ou une entité privée qui est assez centrale, et on a plein d'entités autour qui gravitent, qui vendent des logiciels d'analyse, exploitent, malware, etc. Ça, on ne le voit pas forcément, mais c'est vraiment à prendre en compte en termes voilà, d'analyse. Donc nous, ce qu'on va voir, en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'aime bien représenter une attaque informatique sous l'angle d'un iceberg. En fait, on voit le sommet de l'iceberg qui est vraiment les manœuvres de latéralisation de l'attaquant dans le réseau. Mais on voit généralement pas tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'infrastructure d'attaque et d'anonymisation, où c'est différents layers, voilà, différents hops, ce qu'on appelle des C2, des orbs. C'est une dénomination très américaine qui remonte en fait jusqu'au réseau de l'attaquant. Donc nous, ce qu'on voit généralement d'un point de vue vraiment antivirus, c'est voilà, c'est ce qui est en rouge, c'est les latéralisations au sein du réseau de la victime. Et on voit encore moins que ça. Ce qui est en rouge, c'est généralement ce que va voir voilà, le RSSI, l'équipe Sécu ou le DSI, ou ceux qui vont faire de la réponse à incident sur cet incident s'il y a encore tous les logs, si rien n'a été écrasé, etc. Généralement, on voit ça, donc c'est vraiment du gruyère. On va avoir une vue sur quelques postes de travail grâce à de la télémétrie, mais on n'a pas une vue, par exemple, sur un mec qui fait de la latéralisation via RDP ou via d'autres protocoles. On ne le verra pas. Donc c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit en étant simple éditeur d'antivirus et ayant donc plein de données qui proviennent de nos clients, généralement, on ne voit pas l'attaque de manière très complète. On va avoir des codes malveillants, ceux qu'on arrive à détecter. On va avoir quelques voilà, des lignes de commande de latéralisation ou autres, mais ça s'arrêtera là. Donc, ce qui est en rouge, c'est généralement ce qu'on peut voir avec la réponse à incident. Donc, bon, tout le monde sait ce que c'est, on ne va pas revenir là-dessus. Ce qu'on voit en vert, bah, voilà, c'est les rebonds de l'attaquant sur le réseau Internet, donc toute son infrastructure d'anonymisation. Alors là, il y a pas mal de trucs pour avoir une vue là-dessus. Évidemment, il y a du SIGINT. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est de l'interception de signaux plutôt de communication sur Internet. Ça peut être fait sur du satellite, ça peut être fait sur des câbles, directement sur des routeurs, etc. Évidemment, il y a du hackback. C'est-à-dire que, par exemple, l'attaquant a compromis des serveurs web un peu partout sur Internet, mais a oublié derrière lui, patcher les serveurs web. Donc, du hackback permet aussi de remonter, par exemple, ce type d'infrastructure. Ou évidemment, il y a des perquisitions voilà, juridiques, où là, c'est beaucoup plus lent, généralement, et donc généralement, l'attaquant est déjà parti, le serveur a été réutilisé par quelqu'un d'autre et donc on trouvera rien du tout. Et niveau vraiment réseau de l'attaquant, donc là, on a du renseignement humain qui peut vraiment aider beaucoup à de l'attribution, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, bon, bah voilà,
cet attaquant, c'est tel service de renseignement et cetera. On a du hackback, on a, de l'insider threat. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'attribuer quasiment à 100 une attaque informatique. On peut penser aux leaks, Snowden, Vault7 et cetera, où là, c'était, vraiment, du les mecs avaient leaké, depuis des réseaux d'attaquants, des données qui nous permettaient en fait à terme d'attribuer des attaques à ces gens-là. Qu'on Ce qu'on appelle en fait attaque, voilà, une attaque ciblée avancée, donc il y a plusieurs étapes. On va revenir dessus, mais très rapidement. On a de la reconnaissance. Donc, ça, c'est vraiment, bah, comment on va cibler l'entité. Donc on va faire une reconnaissance sur les acteurs, généralement, une reconnaissance aussi périmétrique, frontale. On va essayer de savoir quelle solution, d'antivirus ils utilisent. Ça, il y a énormément de méthodes pour savoir, qu'est-ce qu'utilise une entreprise avant même, d'attaquer, par exemple en solution d'antivirus. On peut utiliser, par exemple, si leur serveur DNS est un peu à poil et qu'on peut le requêter sur internet, on peut faire du DNS snooping, on peut, loader certains codes JavaScript qui, une fois visité la page web, ben, on essaie d'avoir une espèce de vérification booléenne si ce fichier existait pas, ou pas, sur le disque dur de la victime. Et ça va nous permettre, via certains paths de fichiers, de savoir si, telle solution d'antivirus, par exemple, est présente. On a énormément de choses et évidemment de la reconnaissance qu'on a une entité qui a des capacités de SIGINT. Évidemment, elle peut s'amuser à intercepter tout ce qui sort du réseau de la victime et essayer de voir les requêtes DNS qu'elle fait, jusqu'à, tel ou tel, serveur, d'antivirus. Donc, ça, c'est toujours assez intéressant aussi le SIGINT, là-dessus, sur des étapes de reconnaissance. Il y a aussi tout ce qui est réseau social, il y a les CV, il y a LinkedIn, tout ça, où les mecs, sont un peu trop verbeux sur, ce qu'ils font et ce qu'ils aiment. Et par exemple, ils présentent toutes leurs certifications, «Ouais, j'ai une certification je sais pas quoi, SentinelOne, j'ai une certification de tel ou tel, truc de sécurité, de Sophos, de je sais pas quoi». Évidemment, bah, on sait que c'est lié à cette entreprise. Donc on sait ce qu'équipe l'entreprise. On a ensuite l'exploitation, donc ça, c'est, la fameuse étape avec, tout ce qui est exploit, et cetera. Donc là, c'est vraiment le but premier, c'est de compromettre, le système d'information et d'avoir vraiment un pied chez la victime. Donc on a plusieurs techniques, on reviendra plus tard. La grande, en fait, et tout le monde parle, toujours d'hameçonnage, de courriel malveillant, mais on verra qu'aujourd'hui, c'est un peu désuet, c'est historique et ce qu'il y a, c'est que c'est trop voyant. Donc quelqu'un qui est un peu skillé et qui veut un peu changer, il a 1000 et une façons de rentrer dans un réseau. Ensuite, il y a de la latéralisation, donc là, c'est, bah, on va essayer d'accéder au saint graal, donc ça peut être l'Active Directory, directement. C'est un peu voyant, mais c'est possible. Alors l'Active Directory, il peut s'acquérir évidemment en pétant, l'Active Directory lui-même, mais on peut aussi l'avoir, par exemple, sur des systèmes de backup et cetera. On peut récupérer, les fichiers, de la base de données, voilà, sur d'autres, serveurs que, le serveur vraiment qui est, voilà, le contrôleur de domaine. Et ensuite, on a, l'exfiltration, donc là, c'est, bah, récupérer l'info ou même du sabotage. Là, il y a énormément de techniques qui existent. Avant, c'était vraiment des techniques un peu, des gros trucs, c'est-à-dire, bah, c'est aujourd'hui utilisé beaucoup par les ransomware ciblés. C'est-à-dire on va exfiltrer, des gigas et des gigas en une nuit et ensuite on dépouillera. Aujourd'hui, il y a des techniques un peu plus discrètes, c'est-à-dire qu'ils vont, surveiller le réseau et ils vont, par exemple, leur code malveillant, va récupérer, les derniers fichiers, modifiés ou créés à partir, genre 2 jours avant. Donc voilà, on aura une exfiltration, très, très longue, mais ça permet, par exemple, de pas tout exfiltrer, notamment si on cherche des trucs très, très opérationnels. Par exemple, imaginons, je veux avoir, la position de tel pays, sur je sais pas, tel congrès international ou autre, la décision diplomatique et cetera. On n'a pas besoin de remonter 4 ans en arrière pour l'avoir. On récupère, par exemple, les discours qui vont être dits à l'avance et cetera et ça va permettre d'avoir une espèce d'avantage stratégique, pas mal là-dessus.
Donc voilà, là, il y a plein de méthodes d'exfiltration. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup utilisé, c'est les services légitimes. Les mecs, au lieu d'envoyer en FTP vers un VPS qu'ils auront eu leurs données, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser voilà, du Dropbox, des trucs, du Google Drive, de l'Azure, etc. Ça, c'est cool parce que généralement, c'est whitelisté chez les victimes. Et voilà, le flux peut paraître légitime quand il va y avoir du forensic réseau, par exemple, ou juste un SOC qui va, voilà, où ils vont voir une connexion vers là, ils vont se dire, bon, bah voilà, c'est un mec qui télécharge les films de ses vacances, mais ça s'arrête là. Et quel focus dans le cadre de nos recherches? Donc, évidemment, on a les outils. Donc là, c'est vraiment du pur reverse et de la mise en signature. On reviendra un peu là-dessus. On a de l'infrastructure, donc ça, je suis plus spécialisé là-dedans, c'est de l'infrastructure d'attaque. C'est quelle est l'infrastructure, etc. Et je vous montrerai pourquoi ça sert en fait d'investiguer sur de l'infra. En fait, ça sert vraiment à lier plein de campagnes entre elles et à trouver des implants qui ne ciblent pas uniquement, bah, par exemple, Windows ou Linux. Et ça, c'est quand même assez intéressant. On a de la victimologie, donc ça, c'est vraiment de la compréhension un peu de l'attaquant, c'est savoir pourquoi il va cibler ce cabinet d'avocats, pourquoi il va cibler ce truc-là, ce truc-là. Et est-ce que les cibles changent suivant le contexte? Et ça permet déjà d'attribuer un peu. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont faire que du gouv, et on va se dire, bon, bah, ils ciblent que du gouv dans une certaine région. Par exemple, là, j'avais un cas avec l'Arabie Saoudite où ils ciblaient vraiment que des pays qui n'aimaient pas l'Arabie Saoudite et ils ciblaient en plus des dissidents saoudiens. Donc directement, ça fait tilt. Euh, Après, on a d'autres choses où bah, on ne sait pas trop qui attaque. C'est vraiment très, très bizarre. On a de la victimologie, mais on n'arrive pas à comprendre derrière ce que veut l'attaquant. Et enfin, bah, les attaquants, on essaie de déduire qui ils sont quand on a vraiment très très peu d'input, c'est-à-dire très très peu d'erreurs de sécurité opérationnelle de ces mecs. On cherche pas vraiment à attribuer voilà, à un pays ou une entité très précise parce que c'est un peu de la masturbation, ça prend énormément de temps. Nous, nos clients, ils s'en foutent. Typiquement, ce qu'ils veulent, c'est du reverse, c'est des indicateurs. Mais savoir qui les tapent, au pire, ils iront voir le service de renseignement de leur pays, ils leur demanderont. Donc voilà. Après, c'est largement possible des fois d'attribuer parce que les mecs font des erreurs. Ils font des erreurs d'infra, ils font des erreurs sur leur victimologie, ils font des erreurs un peu à différents niveaux. On pourra revenir aussi là-dessus dans la présentation. Et à la fin, la grande question de cette attribution un peu pure que certains mecs cherchent sur Internet, même si aujourd'hui il y a de moins en moins d'entreprises qui font de l'attribution parce qu'il peut y avoir des grosses conséquences diplomatiques. Et vous pouvez être banni de certains pays. Nous, ça nous est arrivé où c'était un pays client qui nous a dit, bah voilà, vous nous avez défoncé, vous avez humilié un peu notre service de renseignement, on veut plus de votre solution. Donc voilà. Là, c'est vraiment qui les oriente, qui les soutient, qui les finance. Et ça, c'est vraiment le saint Graal de l'attribution. Et autour de tout ça, bah, il y a le contexte. C'est qu'est-ce qui lie tous ces trucs-là. Donc c'est un peu ça le threat intelligence. Je vais pas revenir très longuement sur les étapes d'une investigation. Il faut savoir que c'est un peu une boucle. Généralement, on a une détection premièrement d'anomalie ou une détection par signature. Donc bon, il y a un truc bizarre. Typiquement, voilà, moi j'ai un truc qui scanne 50 000 sites internet chaque jour, donc des sites de congrès, des sites de ministère des Affaires étrangères, de trucs comme ça. Et là, j'ai une anomalie, j'ai une détection, genre il y a un nouveau domaine qui est requêté, et ce nouveau domaine a tout d'un truc malveillant, genre il a été déposé sur un VPS qui accepte les bitcoins, il est frais, il est vraiment nouveau, il a été créé il y a quelques jours, etc. Moi, directement, c'est une détection que j'estime malveillante, donc je vais investiguer. Donc j'investigue, etc. Et là, je trouve, si le truc n'est pas trop whitelisté, etc., je trouve le code malveillant qui est déposé, l'exploit quand il y en a qui est utilisé. Je vois si c'est un zero day ou pas, si c'est un zero day, bref, on communique auprès des éditeurs ou plutôt on communique auprès des éditeurs, mais aujourd'hui, dans ce cadre d'attaque, il y a aussi d'autres choses que des zero day parce que ça coûte très cher aujourd'hui les zero day qui ciblent les navigateurs.
Voilà, tu as des mecs qui font vraiment de l'ingénierie sociale là-dessus, où c'est ou ajouter notre nouveau plugin Flash ou notre nouvelle police de caractère ou autre, et des gens cliquent et téléchargent le malware. Bref. Ensuite, il y a tout un truc d'enrichissement d'IOC, bah, c'est on dépiote le malware, on va le reverser, on l'analyse, on voit ce qui fait bah, ses fonctionnalités sur le système, on va en faire des signatures. Donc là, on verra vite fait du IARA, etc. On récupère vers quoi il communique, on analyse un peu ces trucs réseau pour faire des signatures SNORT et on met en œuvre de nouvelles alertes et on fait un beau rapport pour nos clients. On a des retours clients des fois qui peuvent nous aider, c'est-à-dire que les mecs nous disent: «Ah oui, nous, on a vu ça chez nous, etc. Voici d'autres indicateurs». Et bah, ce résultat, on le remet en détection, investigation, etc. C'est un peu, typiquement, c'est un peu un cycle sans fin. Voilà, nous, en fait, le truc intéressant là-dessus, c'est vraiment de trouver des nouveaux acteurs. On n'est pas, on suit évidemment quelques acteurs, mais ce qui est toujours le plus cool, c'est de trouver des nouveaux acteurs dans le game. Et c'est, voilà, moi, c'est ce que j'aime le mieux dans ce métier-là. Euh, la découverte d'un élément suspect, alors ça peut. Là, je parlais de Point d'eau, donc c'est un site internet compromis qui ensuite infecte ses visiteurs. Mais il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir une source humaine, donc un contact à vous qui vous dit: «Ouais, j'ai trouvé ce malware, par exemple, dans le réseau d'un client, il peut être intéressant». On a de la source ouverte. Il y a plein de mecs sur Twitter aujourd'hui qui blablatent, qui postent des tweets avec des malwares. Alors, des fois, ils savent même pas ce qu'ils ont. C'est un truc lié à une APT vraiment très intéressante. On a des gens qui postent des anomalies. Oh, j'ai vu, par exemple, sur Reddit, oh, j'ai vu cette installation de SolarWinds qui déploie des scripts VBS chelous, etc. Bah, ça, c'est de la source ouverte. Et généralement, ça, c'est le sommet de l'iceberg d'une belle investigation. Ça passe souvent par de la source ouverte. On a de la télémétrie, où là, tout le monde vous dira, quand il y a beaucoup de télémétrie, bah, le problème, c'est de gérer cet amas de données. Et réussir à trouver des anomalies dedans, c'est très complexe et très difficile. Et ensuite, on a vraiment, avec une visibilité beaucoup croissante, c'est la réponse à incident. Donc là, c'est des mecs qui viennent dans le réseau, qui font de la réponse à incident et qui pondent un rapport sur comment l'incident s'est produit avec les différentes étapes et comment y remédier. Donc là, on a vraiment une meilleure visibilité, c'est sur cette dernière étape de réponse incident, où les mecs, ils ont accès à tout, ils ont accès aux logs tant du parc, par exemple Windows, aux logs Linux, aux logs des serveurs, aux logs des routeurs, etc., etc. Et donc, ils peuvent très bien voir toutes les manœuvres de latéralisation des mecs dans le réseau, et voilà, ils peuvent faire du carving de fichiers, euh, ils peuvent faire plein de choses que ne peut pas faire, par exemple, un éditeur de solutions de sécurité à distance, évidemment. Donc, la première étape, généralement, c'est vraiment l'analyse du vecteur de compromission. Donc, c'est, comme je disais, principalement le point de départ d'une investigation. Donc, ça va nous permettre un peu de déduire déjà le contexte d'une attaque, c'est-à-dire, bah, voilà, telle victime a reçu ce truc-là, le niveau de ciblage et de sophistication de l'attaquant. Aujourd'hui, on pense plutôt, il y a toujours eu tout ce marketing autour des zero day, des trucs comme ça, mais la plupart des attaquants, même des trucs sophistiqués, des trucs étatiques, etc., n'utilisent pas de zero day parce qu'on crame un zero day, bah voilà, on s'en veut un peu parce que ça a coûté 200 000 euros. On l'a acheté, généralement c'est sous forme d'abonnement, d'ailleurs on n'achète pas un code. Mais bref, on a cramé quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. S'il se retrouve à être patché, bon, on ne pourra plus le réutiliser. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'attaque, c'est par exemple des trucs qui contournent beaucoup de solutions de sécurité. Ça va être des raccourcis Windows, des LNK qui sont dans des points zip. Et ce raccourci Windows, qu'est-ce qu'il fait? Il lance juste PowerShell avec des arguments qui vont bien pour télécharger une première charge utile. Et donc, le mec va, sachant qu'on peut, par exemple, modifier les icônes sur des raccourcis Windows, il va croire que c'est un document Word. Et en fait, non, un voilà, c'est une instance, plutôt c'est un raccourci qui va lancer PowerShell. Il double-clique dessus et il se fait avoir. Évidemment, le truc est packé dans un point zip avec un mot de passe. Comme ça contourne toutes les solutions de sécurité périmétriques du réseau.
Donc voilà, on parle souvent d'hameçonnage, donc ces fameuses pièces jointes malveillantes, tous ces liens. Mais aujourd'hui, pour rentrer dans un réseau, on a plein d'autres méthodes qui existent. J'en ai listé pas mal. On voit aussi pas mal de messageries sur les réseaux sociaux. Donc là, pareil, il y a plus de problèmes de passerelle qui va analyser les mails, etc. Tout est en chiffré, donc c'est très difficile de remonter et d'investiguer là-dessus. Des points d'eau, bah, ça j'en ai parlé. On a beaucoup de compromission frontale, donc web shell, par web shell, mais c'est des appliances réseau. Ça, il y a un gros retour de ça ces dernières années, notamment sur des routeurs, sur des passerelles. VPN, SSL, sur plein de choses, sur des exchanges, des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'avant, il y avait un peu une masturbation. Bon, elle est toujours là parce que c'est vraiment de la sophistication pure. C'est sur des analyses vraiment de compromission, plutôt des vulnérabilités en mode compromission mémoire, des use after free, des trucs assez cool. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un gros retour des vulnérabilités web sur ce type voilà, d'équipements, donc les appliances, les serveurs métiers, etc. Tout simplement parce que bah, il n'y a plus du tout d'action à prendre de la part de l'utilisateur. En fait, on va attaquer vraiment le réseau en frontal. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on voit de plus en plus de très belles, de très beaux combos de vulnérabilités web qui permettent en fait d'exécuter du code sur un routeur ou n'importe quoi. Et ça, c'est intéressant. On a évidemment le bon vieux hameçonnage de mot de passe. Bah ouais, quand le poste de travail est, euh, est foutu dans le cloud ou que toutes les messageries sont dans le cloud, etc., on peut se retrouver avec du simple hameçonnage d'Office 365 ou de l'hameçonnage de mots de passe pour se connecter au VPN, etc. Si les mecs n'ont pas mis de double facteur d'authentification ou s'il n'y a pas de vulnérabilité des fois dans l'implémentation de ça, il y a encore beaucoup de modes opératoires qui utilisent ça et ça marche très très bien. Aujourd'hui, il y a des kits même en source ouverte qui sont réutilisés par ces mecs-là. Par exemple, il y a du GoFish là encore récemment sur des trucs qui ont été utilisés et ça marche terriblement bien. On peut avoir de la compromission d'IoT au sein de l'entreprise. Donc là, on se retrouve avec des trucs qui sont pas du tout mis à jour, qui sont pas du tout surveillés. Donc ça, c'est aussi un très bon moyen pour rentrer dans le réseau d'une entreprise. C'est-à-dire, bon, on va avoir un accès à des caméras, à des conneries, à des cadres photos connectés, et le problème de ces trucs-là, c'est que c'est pas du tout surveillé. Au moins, pas du tout surveillé au point de vue système. Et donc, les attaquants peuvent se servir de ça comme un peu de serveur de staging au sein du réseau. Donc, ils se connectent à ça pour ensuite rebondir au sein du réseau, mais ils resteront sur ces IoT ou sur des routeurs. On a de la pulvérisation de mots de passe également, de la compromission physique, de l'Evilmade, du Raspberry Pi, etc., qu'on branche sur le réseau. Ça, c'est pas mal parce qu'avec une clé 4G, on peut interagir directement avec, par exemple, un Raspberry Pi au sein du réseau. Et ça permet aussi d'exfiltrer via ce lien-là les informations. Donc le SOC qui regarde, qui a des logs sur les routeurs, etc., bah, il ne se rend pas compte en fait. Bah, lui ne verra rien, sera complètement aveugle parce que les communications avec l'attaquant se font via un lien 4G qui n'est pas supervisé vu qu'il est malveillant. Pour rentrer, on a aussi beaucoup d'attaques aujourd'hui par chaîne d'approvisionnement. Ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Bah, c'est du SolarWinds. C'est backdoorer un logiciel et il va être déployé automatiquement voilà, chez des milliers de clients. Et ensuite, on choisit quel client on veut vraiment compromettre. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi un autre truc, c'est vraiment de la compromission de SS2I qui vont faire de l'administration de réseaux informatiques. Et donc, un mode opératoire compromet ce type d'entité. Mais ensuite, c'est jackpot pour lui parce que, prenons genre une très grosse SS2I, elle aura 300 clients où elle fait de la maintenance informatique chez eux, généralement à distance. Et donc, elle récupérera tous ses accès. Et ils passeront peut-être par le réseau de la SS2I pour se connecter aux clients. Donc là, tous les flux sont quasiment légitimes. Et donc, c'est très très difficile de détecter ce type d'attaque. On a les fameuses portes dérobées matérielles. Jusqu'à présent, moi, j'en ai pas vu. On a de l'homme du milieu, donc là, c'est du man in the middle standard.
de l'interception de flux. On a de l'homme du côté, donc c'est man on the side. Là, c'est un truc un peu réservé à une élite. Je pense qu'on a vu des modes opératoires russophones et anglophones faire ça. Typiquement, c'est vous intercepter les flux de codes malveillants qui sont déjà présents au sein du réseau. Par exemple, un Cobalt Strike, du Meterpreter, ou bref, des codes malveillants qui peuvent communiquer par SSL ou autre, mais qui ne vérifient pas les certificats. Et vous allez en fait vous mettre à la place du C2 de ce code malveillant pour déployer votre propre code malveillant. Ça, on le voit beaucoup sur des web shells où on va avoir par exemple un mode opératoire chinois qui va installer un pauvre web shell sur un serveur d'intérêt. Et quelques mois plus tard, bah, là on voit un putain de rootkit qui se déploie là-dessus et on se dit tiens c'est chelou. Apparemment ça a été intercepté et les mecs savent qu'il y a un web shell ici. Et on a voilà, une grande partie de ces attaques aujourd'hui ne demandent pas d'interaction humaine, donc c'est ça qui est intéressant en fait, parce que l'interaction humaine, il y a eu tellement de sensibilisation, etc. On peut se faire griller, plutôt les attaquants toujours ont, mais les attaquants peuvent se faire griller assez facilement là-dessus. Voilà, il y a vraiment sur des attaques frontales ou autres, pourquoi c'est en vogue aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment plus d'interaction humaine et qu'on se retrouve sur des trucs qui ont déjà un accès quasiment persistant sur Internet, genre c'est pas une workstation qui va être éteinte le soir. Et on peut faire nos courses, voilà, à toute heure de la journée, du week-end ou pendant les vacances. Et voilà, il y a pas de mise en persistante vraiment à mettre en œuvre au sein du réseau, au moins pendant les premières heures de l'attaque. D'autres trucs, bah là, c'était, par exemple, ça c'est un mode opératoire cybercriminel, donc c'est Fin7 qui avait fait ça, qui avait fait des TINSI, donc des clés USB qui émulent des claviers. Et en fait, voilà, tu branchais la clé USB et ça écrivait, ça faisait, ça exécutait PowerShell avec une liste d'arguments pour récupérer une porte dérobée, leur fameux implant Griffon. Donc ça, il l'avait envoyé à de différentes entreprises aux États-Unis. Et ça fonctionne encore, par exemple, très bien. Donc c'est ce type d'attaque qui est cool. Je passe très vite là-dessus. Donc, ce qu'on récupère généralement, par exemple, sur un vecteur de compromission, genre un mail, on va essayer de récupérer toutes les métadonnées, bref, tout ce qui peut pointer, tout élément technique qui peut vraiment nous aider à aller beaucoup plus loin. Donc, où en est-on? On a vu un peu tout ce qui était code d'exploitation, etc., failles, portes dérobées, tout ça, tout ça. Donc, le code d'exploitation aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle vulnérabilité a été utilisée, est-ce qu'elle est connue ou inconnue, quel produit affecte-t-elle, et évidemment, quel code malveillant va être déposé. Comme je disais, bon, on utilise de moins en moins de zero day. Alors, les zero day sont vraiment utilisés beaucoup aujourd'hui sur des trucs qui sont pas du tout supervisés. Et il y a énormément de choses aujourd'hui dans des réseaux qui ne sont pas supervisés d'un point de vue système. Généralement, bon, bah, tout ce qui va être Linux, tout ce qui va être routeur, appliance, etc., c'est pas supervisé, donc c'est là où c'est un peu la fête aux zero day. Des zero day Windows, aujourd'hui c'est beaucoup plus supervisé. Par exemple, il y a énormément de solutions en sécurité qui vont récupérer tout ce qui va être si vous faites, si vous allouez une page pendant l'exploitation de votre vulnérabilité qui est en read, write, execute, par exemple, pour mettre votre beau shellcode et ensuite retourner sur sur ça, bah, un antivirus, par exemple, va récupérer toutes les pages qui ont ça, tous les blocs mémoire qui ont ces attributs. Évidemment, ça peut vous griller très très rapidement. Donc on retrouve beaucoup encore de vulnérabilités de corruption mémoire, mais vraiment, parce que comme je disais, depuis quelques années, on a vraiment des vulnérabilités web qui reviennent un peu en masse, ou des vulnérabilités logiques, ou des trucs vraiment d'injection de commandes un peu standard. Et c'est vraiment utilisé pour de la compromission d'applications matérielles, donc d'appliances, d'applications métiers, etc. Donc le web, malheureusement, est pas mort et de plus en plus, évidemment, en plus d'applications métiers, sont vraiment déportées sur Internet, plutôt via des applications web, merci React, merci tous ces trucs-là. Et évidemment, ça, c'est pas forcément très sécurisé, et c'est toujours cool de voir là-dessus. Qu'est-ce qu'un un code malveillant? Donc,
Moi, j'entends par code malveillant, c'est vraiment un programme informatique qui va permettre d'exécuter des commandes arbitraires sur un serveur ou un poste de travail. Je le dissocie vraiment de backdoor. Pour moi, une backdoor, c'est par exemple une clé publique SSH qui a été ajoutée sur un serveur ou voilà, un truc un peu plus logique qu'un un code malveillant où c'est vraiment un truc un peu autonome. Qu'est-ce qu'on a? On a bah, évidemment des shellcodes, des web shells. On a énormément aujourd'hui de code interprété. On a un peu moins de code, de code compilé. Alors pourquoi? Là aussi, c'est parce que c'est beaucoup plus corrélable des codes compilés. Par exemple, sur un PE, un simple PE Windows standard, il peut y avoir des rich headers, il peut y avoir les tailles des sections. On peut faire des signatures sur à peu près tout. Il y a des imp hash, il y a énormément de choses pour analyser plutôt, au moins pour trier des codes compilés. Donc c'est toujours un peu plus facile pour nous, Threat Hunter, d'investiguer sur des codes compilés. Je ne vais pas dire pour les reverser, vraiment pour investiguer les clusteriser. Après, pour les reverser, là, évidemment, les codes compilés sont toujours un peu plus cool, surtout si c'est du Go, du Rust, etc., que voilà, du C standard. Ce que je considère par exemple un code malveillant, c'est voilà, c'est un simple truc comme ça. Pour moi, c'est voilà, c'est un code malveillant et ça, on en trouve vraiment partout sur des trucs légitimes ou pas. Voilà, c'est une simple exécution de commande avec un paramètre. Qu'est-ce que ça fait un code malveillant? Bah, aujourd'hui, on en voit énormément. Donc là, j'ai listé quelques trucs, mais le plus souvent, on va se limiter à quelques fonctionnalités. Je reviendrai plus tard pourquoi. Où les trouver? Alors évidemment, bah, il y a les ordinateurs serveurs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, on a tout un pan de la sécurité informatique aujourd'hui et des éditeurs qui sont vraiment sur tout ce qui va être PC. Voilà, alors ils se targuent, ils se vantent de découvrir leurs nouvelles zero day, etc. Le problème, c'est que évidemment, tout est attaquable. Les smartphones sont de plus en plus attaqués, notamment par des APT, parce qu'évidemment, vous avez votre vie entre les mains, votre vie numérique, il y a tous les accès également au réseau, aux messageries, etc., qui peuvent être présents sur les smartphones, les certificats. Donc ça, c'est toujours intéressant pour un attaquant. Et voilà, quand on a un système un peu fermé comme iPhone, quand des mecs compromettent des iPhones, alors généralement on entend évidemment parler de zero day pour compromettre des iPhones, etc. Mais on peut compromettre toujours des iPhones par un accès physique au téléphone, par l'utilisation d'un MDM, donc c'est un serveur de management de device. Et par exemple, on a des sociétés un peu mercenaires qui font des faux points d'accès Wi-Fi opérateurs et ils demandent en fait aux mecs de télécharger un profil MDM sur leur téléphone, prétextant que c'est pour se connecter au Wi-Fi. Et évidemment, ce truc-là donne un accès quasiment total au téléphone de la victime, pour ajouter des applications ou faire énormément de choses. On a beaucoup de choses sur aussi bah, les IoT. Alors, généralement, quand on parle d'IoT, c'est des caméras de surveillance et des smart TV ou des trucs d'aquarium ou autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les imprimantes sont aussi des IoT, les téléphones d'entreprise aussi, et tout ce beau monde est connecté généralement à l'Active Directory de l'entreprise et est présent sur les mêmes segments que les postes de travail. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour un attaquant de se réfugier dans un téléphone d'entreprise, dans une imprimante ou un truc vraiment multi-rôle, parce qu'on sera sur un truc qui n'est pas surveillé d'un point de vue système, et on pourra résider là-dedans autant de temps qu'on veut sans nous faire voir. Pareil pour les équipements réseau, les routeurs, les switches, etc. L'intérêt d'être sur un routeur, c'est qu'on a accès à l'intérieur du réseau et à l'extérieur du réseau, et donc on peut aller piocher dans le réseau à partir de là. À partir d'un routeur, par exemple, vous pouvez, ou n'importe quel serveur, vous pouvez ensuite créer des tunnels qui vont dans le réseau et faire de tunnel en tunnel, accéder à peu près à toutes les parties des réseaux. Mais voilà, aujourd'hui, on peut voir des codes malveillants sur un peu tout ça. Évidemment, toute la communauté et les éditeurs se centrent beaucoup sur les ordinateurs, les serveurs, les smartphones, notamment Android, mais tout ce qui va être IoT, équipement réseau, c'est encore très, très, compliqué. Surtout quand ces mecs, en plus, font des codes, qui s'interprètent en mémoire sur un équipement réseau ou autre, c'est beaucoup plus difficile, de récupérer ces codes.
Bon, je pense que vous connaissez tous le reverse, donc on va pas trop rentrer là-dessus. Il y a deux modes d'analyse. Il y a un mode vraiment bah, dynamique et un autre mode très statique. Le dynamique, c'est cool, ça va assez vite, donc on se fait des VM qui passent par Tor ou en 4G, etc. Et ça va nous permettre de récupérer quelques artefacts système. Le problème de cette analyse, c'est que quand on va voir un code modulaire où des modules vont être, par exemple, déployés chez une victime précise, on ne verra jamais ces modules en détonnant un code sur de l'analyse dynamique. L'analyse de code statique, c'est un peu plus cool. Ça nous permet déjà de connaître l'ensemble des fonctionnalités du code. C'est un peu relou parce qu'il peut y avoir plusieurs layers d'obfuscation. Voilà, on va avoir des ressources ou des blocs qui vont être chiffrés, je sais pas, en RC4, etc. Donc ça va être un peu relou à déchiffrer. Bah, il va falloir déjà savoir à l'aide de signatures ou juste en reversant quels sont les algos de chiffrement qui sont utilisés. Et ensuite, on va faire des extracteurs de config, etc. et mettre en détection des signatures. Donc là, chez nous, on utilise beaucoup IDEA, mais voilà, il y a Radar, il y a Binary Ninja, il y a Ghidra, il y a plein de trucs qui permettent de faire ça. Et on en fait des signatures. Ce qu'on fait aussi, c'est on clusterise les codes malveillants, donc c'est de les regrouper vraiment en variantes et avoir des liens historiques. Ça, c'est, bah, comme je disais, sur des codes compilés, c'est sur plein de choses qu'on peut faire ça, sur des opcodes, sur les imports, les chaînes de caractères qu'on trouve dans les codes, les contrôles flow graph, donc vraiment tous ces arbres de oui-non, de boucles, etc. Et ça permet vraiment de corréler les codes malveillants. Un truc, par exemple, de corrélation, ça c'était l'affaire entre Sunburst, plutôt la fameuse affaire SolarWinds. Donc, ils utilisaient du .NET, ils ont utilisé plein de codes, du Cobalt Strike, etc. Mais la porte principale, la porte dérobée principale était en .NET. Ils utilisaient un service de hash. Alors, je me souviens plus trop pourquoi c'était. Peut-être que c'était pour leurs imports, mais ils utilisaient un service de hash le FN1A, FNV1A, qui était assez bizarre parce que voilà, il xorait en fait, avant de retourner la valeur, il la xorait. Et ça, bah, en fait, c'est pas du tout présent dans la, voilà, la spec de cet algorithme de hashing. Et on l'a vu que sur un mode opératoire russophone, bon, il y avait énormément d'autres liens qui pointaient vers un mode opératoire, plutôt une porte dérobée russophone. Mais il y a que ces mecs-là qui faisaient cette opération de XOR avant de retourner le hash. Donc voilà, ça a pointé beaucoup vers l'implication, non pas de Chinois ou autres, mais de Russes sur l'attaque de SolarWinds. Ce qui fait peur aujourd'hui, et sur quoi on fait beaucoup nos signatures, c'est vraiment sur les algos de chiffrement, les routines plutôt de déchiffrement. Tout simplement parce que les mecs implémentent un peu comme ils veulent leurs algos, ils font un peu des algos maison, et ça, c'est un peu le problème. Quand on a voilà, du Algo RC4 ou ce truc-là qu'on a vu avec les russophones où ils font un peu leur propre tambouille, mais évidemment c'est ultra discriminant et donc ça nous permet en fait d'illuminer juste avec une signature, on a l'ensemble des victimes dans le monde. Donc là c'était le cas d'Équation qui était un mode opératoire anglophone attribué en source ouverte à la NSA. Donc voilà, ces mecs-là utilisaient leur propre routine de chiffrement. Évidemment, ça permettait d'illuminer les victimes. Alors, c'est un peu le problème, c'est moins un code est discriminant, mieux c'est pour les opérateurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus de gars qui sont quand même très skillés, d'opérateurs très skillés, même issus de gouvernements ou autres, qui vont utiliser des projets en source ouverte, donc du Cobalt Strike, de l'Empire PowerShell, du Coadic, bref, du Covenant, bref, tous ces frameworks d'attaque sont réutilisés aujourd'hui par des attaquants vraiment en mode APT, parce que c'est très discriminant. Et on a, à côté de ça, de plus en plus de codes qui sont totalement interprétés en mémoire et aussi interprétés, voilà, des codes PowerShell, du VB, du JavaScript, etc. Et on a des codes de plus en plus qui sont modulaires. Donc on se retrouve généralement avec des coquilles vides où en fait on ne sait pas ce qui va être reçu par le code.
Donc là, évidemment, ce qui est reçu par le code pour être interprété, c'est foutu en mémoire. Alors ça, merci, par exemple, PowerShell, juste un download string et un invoke expression, par exemple, ça vous permet d'exécuter un truc en mémoire, de le télécharger, de l'exécuter, et on ne sait pas ce qui est téléchargé et exécuté. En plus, si les victimes sont whitelistées, on n'aura jamais ce qui a été exécuté en mémoire, au moins sur une détournation sandbox. Après, il y a tout ce qui est mécanisme, par exemple, l'anti-malware scan interface de Microsoft, la MSI, qui permet de récupérer des fois des trucs qui passent en mémoire. Quand ce truc-là n'est pas contourné en patchant, par exemple, la MSI en mémoire, parce que c'est également possible. Et ce que je disais aussi, c'est le fait que de plus en plus aussi de codes sont vraiment développés en mode DevOps. C'est-à-dire que ils utilisent des codes uniquement quand ils en ont vraiment besoin. Par exemple, on est sur un truc de telco ou autre, on veut récupérer les SMS. On utilise un code pour ça, mais pendant toute la chaîne de compromission, aucun code aura été utilisé. Donc ça va être plus des codes métiers que des codes malveillants en termes de persistance ou des fameux genre backdoor malware. C'est vraiment des codes métiers qui permettent voilà, d'exfiltrer par exemple des infos. Et c'était ça, c'était bon, bah, vous ne pouvez pas corréler des malwares quand il n'y a pas de malware. Parce qu'on peut aujourd'hui, on peut faire une attaque complète sans malware dans un réseau. C'est faisable, juste en utilisant des utilitaires un peu standards d'administration qui sont généralement même présents déjà sur les machines. Quel futur pour l'analyse de code? En fait, elle a beaucoup de jours devant elle. On se retrouve avec des architectures très exotiques, genre ARM, MIPS, etc. Et avec les IoT, on a encore beaucoup de beaux jours devant nous en analyse de code. J'étais encore sur des routeurs, là, il n'y a pas si longtemps, des routeurs d'entreprise pétés par des APT. On se retrouve avec des binaires MIPS, leur propre porte dérobée. Et donc, voilà, ça, faut le reverser. Ça reste intéressant. Bref, où on était, on s'en fout. On a des manœuvres de latéralisation, donc je suis un peu en retard. Je passe rapidement dessus. Les manœuvres de latéralisation, bah, c'est vraiment des procédures. En fait, les mecs, entre chaque victime, ils réutilisent un peu ce qu'ils connaissent, donc leur propre tambouille. Donc, on va aussi pouvoir les chouffer là-dessus. Donc, sur les dépôts des fichiers, les noms des fichiers, qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique, leur technique de Living of the Land favori. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces techniques, c'est tout simplement utiliser des binaires qui sont, par exemple, déjà signés par Microsoft pour faire des trucs malveillants. Donc, vu que le binaire est signé, ça lève aucune alerte. Par exemple, utiliser Bitsadmin pour télécharger des trucs, ou Certutile pour déchiffrer des trucs, etc. Et ça, c'est un peu un souci, mais voilà, on arrive à les retrouver aussi comme ça. Et on va essayer d'avancer un maximum d'indicateurs de compromission. Là, j'en ai mis quelques-uns, des hostnames, des mots de passe utilisés par des attaquants ou des noms d'utilisateurs, des tâches planifiées, des clés publiques, des noms de comptes ajoutés, des noms de fichiers, de répertoires, tout ça, en plus des signatures de binaires. Voilà. Bref, une fois qu'on a toute cette belle attaque, ben, il faut qu'elle communique avec une infrastructure d'attaque pour que l'attaquant voilà, récupère des données et envoie ses ordres au code malveillant et à tout ce qu'il a balancé sur le réseau. Cette infrastructure d'attaque, il faut comprendre qu'elle permet vraiment de découvrir de nouveaux IOC et de faire donc des nouveaux indicateurs de compromission et de faire un lien entre plusieurs campagnes d'attaque, mais aussi d'anticiper de futures. Le problème, c'est que les mecs, en fait, segmentent pas du tout leur infrastructure d'attaque, donc on se retrouvera avec par exemple, des portes dérobées iOS qui vont communiquer avec un serveur qui est aussi utilisé pour administrer leurs implants Windows. C'est déjà arrivé. Pareil sur Android, pareil voilà, sur des trucs de routeur. Donc c'est toujours un peu le problème, c'est que les mecs, en fait, ils font des infrastructures OK, assez anonymes, des infrastructures d'attaque assez anonymes, mais au final, les codes malveillants se connectent toujours un peu sur la même infrastructure, donc on arrive à trouver des nouveaux implants et des trucs qui ciblent voilà, d'autres architectures assez souvent. Donc voilà, on a un peu tout le monde qui généralement se trimballe sur la même infrastructure d'attaque. Une infrastructure d'attaque, généralement, c'est ça. Bah, c'est un peu le même concept de l'iceberg, c'est on a un opérateur qui contrôle via des robots qui va contrôler des codes malveillants. Alors, soit ça va être de manière passive, c'est-à-dire que le code malveillant va se connecter vraiment au serveur de l'opérateur, et ensuite ça va être relayé jusqu'au réseau interne de l'opérateur. Et sinon, ça va être de manière active, c'est-à-dire que c'est l'opérateur qui va choisir de se connecter au code malveillant
Ça, c'est plus dans le cadre de Web Shell ou de code en écoute. Et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de détecter ce genre de truc parce qu'on a moins d'indicateurs réseau. Voilà, par exemple, pas de nom de domaine. On a des IP qui peuvent être sur Tor ou des trucs comme ça. Et donc, c'est un peu plus complexe de détecter ça. Typiquement, bah voilà une infrastructure d'attaque comme elle a été présentée dans de la documentation associée à Vault 8, Vault 7, pardon. Donc ça, c'était un truc associé à la CIA. Donc on a plusieurs implants, on a un serveur qui ensuite redirige vers un serveur de command and control. Et si la requête lui plaît pas, c'est envoyé vers un serveur, ce qu'ils appellent cover, donc qui va renvoyer une réponse totalement légitime, genre c'est le site internet de recettes de mémé, mais c'est pas un truc associé, à ce mode opératoire-là. Je passe, rapidement là-dessus, donc aussi il y a un gros problème avec les infrastructures d'attaque, c'est que ces mecs, généralement déposent leurs serveurs quand ils déposent des serveurs, ils les déposent par grappe, c'est-à-dire qu'ils vont sur, par exemple sur VH, ils vont dire: «Bon bah voilà, je veux 20 serveurs, au prix les plus bas», parce que c'est que des serveurs de relais, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources et donc ça les trucs se retrouvent dans des mêmes plages IP, dans des mêmes, systèmes autonomes et ça permet aussi de les chouffer, très, très rapidement. Dans le cadre, voilà, ce truc de recettes de mémé et cetera, on l'avait eu, par exemple sur des trucs, des serveurs d'APT28. On a un serveur, donc voilà, un nom de domaine d'APT28, on regarde la page, bon, bah, voilà, notre site internet arrive rapidement et on a un numéro de téléphone. Et le problème, c'est que, bah, toute leur infrastructure répondait, les mêmes numéros de téléphone, donc ça permettait en fait d'illuminer, directement l'infrastructure, d'APT28, d'un implant précis d'APT28, comme ça. Mais ils ont fait, cette erreur sur tous leurs implants, pas avec ce numéro de téléphone, mais avec d'autres choses. Et donc ça permettait en fait d'illuminer, et ça de suivre en fait, d'anticiper, donc on blacklistait les IP avant même que les mecs attaquent, nos clients. Donc ça, c'est toujours cool. Évidemment, bah, les belles choses ont une fin. Quand quelqu'un publie sur internet, cette heuristique parce que, ouh là là, il pense être le premier à l'avoir vu alors que c'était connu dans l'industrie depuis des lustres, bah, les opérateurs s'en rendent compte et donc décommissionnent tous leurs serveurs. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent, très, très souvent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de modes opératoires qui ont vraiment conscience, alors je regarde juste l'heure, qui ont vraiment conscience, des capacités de corrélation. Donc ils vont utiliser vraiment des serveurs éphémères, des trucs qui vont, être, ouverts que pendant quelques heures, des trucs qui vont être whitelistés pour les victimes. C'est-à-dire que nous, si on scanne internet, on verra pas que c'est un serveur d'attaque, mais juste la victime saura que c'est un serveur d'attaque. Ensuite, bah, c'est ce que je disais avec le man on the side, on a vraiment des capacités d'interception et de modification de flux qui sont de plus en plus utilisés à des fins offensives. On pense souvent voilà, aux Five Eyes, donc tout ce qui va être mode opératoire anglophone, mais il y a d'autres pays où on a des traces, où on est quasiment sûr qui réalisent ça. Notamment, par exemple, en Asie centrale, on a plein de flux d'Internet d'Asie centrale qui reviennent, notamment en Russie. Et on pense qu'il y a certains modes opératoires qui se servent de ça pour intercepter ces flux qui proviennent d'Asie centrale et les modifier pour compromettre les réseaux informatiques. Donc voilà, aujourd'hui, l'extrême majorité aussi de ces flux internet sont interceptés et ça permet d'attribuer des attaques informatiques ou d'en connaître les victimes. Alors, avant, c'était vraiment réservé aux États, cette capacité SIGINT. Aujourd'hui, on a de plus en plus plutôt, on a notamment une société qui le fait d'un point de vue privé. Donc, bon, alors là, ils en ont rien à foutre du RGPD, etc., mais ils le font. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, inscrire dans leur application une adresse IP, ils vont vous donner, le port source, le port destination, et le timestamp, plus les 2 adresses IP, de voilà toutes les adresses IP qui ont communiqué avec cette adresse IP, sur quel port et cetera. Donc évidemment, ça fait un peu peur parce qu'ils peuvent savoir, quelles sont toutes les victimes d'un mode opératoire, plutôt voilà, il y a plus du tout d'anonymat. Donc qu'est-ce qu'ils font pour contrer ça? Les pirates informatiques aujourd'hui utilisent de plus en plus d'infrastructures légitimes, typiquement des Google Drive, des Telegram, ils font des cover channels sur à peu près tous les réseaux sociaux aujourd'hui, ou compromises, où là, bon, bah, ils vont compromettre par exemple des routeurs, ils vont compromettre d'autres serveurs web, et cetera, pour relayer leur flux. Et là, ça va faire des espèces de cover channel, tout passera par un HTTPS qui est, bah, en théorie légitime, mais voilà, ce sera illégitime.
L'attribution, ce que je disais, c'est une tâche complexe. On a plusieurs niveaux d'attribution. On a chez l'attaquant, donc ça, c'est vraiment l'attribution un peu parfaite. Donc de l'insider link, du hijack, etc. On a de l'infrastructure aussi. On a des mecs qui testent leur code malveillant et qui se compromettent. Ça arrivait pas mal de fois pour des modes opératoires, on va dire chinois et iraniens, des mauvaises configurations de VPN, des commentaires dans les codes sources, etc. On a aussi des codes malveillants, dans les codes malveillants, des chaînes de caractères, des encodages, les ressources, les timestamps de compilation. Par exemple, un jour, on a eu une tempête sur Moscou d'une semaine, et bizarrement, tous les modes opératoires qui avaient des opérateurs à Moscou, ils se sont arrêtés de travailler. Voilà, il y a ce genre de trucs qui peuvent arriver, donc ça, c'est assez marrant. Et on a évidemment dans le réseau de la victime aussi tout un tas de choses qui peuvent permettre d'attribuer ou au moins de simples faisceaux d'indices qui peuvent permettre de dire bon, c'est un attaquant ou un autre. Mais évidemment, le mieux, c'est vraiment du hackback, même si c'est illégal, de l'interception. Donc là, c'est plus des moyens étatiques, de l'UMINT ou de l'insider leak qui font les plus belles attributions. Pour finir, un petit point sur les false flags. Donc, généralement, on va nous dire oui, oui, mais un attaquant iranien peut se faire passer pour un attaquant nord-coréen ou je sais pas quoi. C'est possible techniquement. Le problème, c'est que c'est très, très difficile de faire ça de manière parfaite. Par exemple, les modes opératoires russophones, donc Sandworm a essayé de se faire passer pour des modes opératoires nord-coréens pour attaquer la Corée du Sud. Le problème, c'est ils ont fait un false flag qui était pourri. En fait, juste leur code malveillant final faisait croire que c'était nord-coréen, mais toute la chaîne de compromission était pointée vers ce mode opératoire russophone. Parce que voilà, un vrai false flag doit copier l'infrastructure, les outils, les horaires d'activité, les tactiques d'un mode opératoire, et même avec des techniques de SIGINT, c'est quasiment impossible de faire un false flag parce que vous remontez jusqu'à vraiment l'adresse IP source du routeur de l'attaquant, quasiment son réseau interne. Donc c'est quasiment impossible dans ces cas-là de faire un false flag. Euh, Sauf s'ils passent par Tor ou voilà, des services VPN qui mixent vraiment les flux. Mais bref, c'est très coûteux, voire impossible d'en faire. Donc ce qu'on va voir, nous, c'est plus des avatars, voilà, c'est des gens qui sont plus dans une perspective de troll, qui vont voilà, faire croire que c'est des Anonymous, que c'est des hackers un peu dans leur coin. Ça, c'est un peu la nouvelle tendance des modes opératoires russophones, c'est de dire, ouh là là, j'ai piraté telle organisation, je suis un hacker et voilà, et je balance ça sur 4chan ou sur Reddit avec voilà, toutes les données issues de leur compromission. Mais voilà, ça s'arrête là. On a si on a des false flags, par exemple, un tout petit pays qui a un tout petit service de renseignement, moi je les suspecte de s'être fait passer pour des Chinois, où ils sont quand même allés jusqu'à faire leur point de sortie en Chine, allés assez loin. Mais bon, le problème c'est que leur victimologie, ça ne matchait pas du tout avec ce que cherche l'empire du milieu en termes de victimologie aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pour conclure. Avant, les étapes d'un avatar, c'était ça. Il y avait vraiment une scénarisation avec la préparation d'un faux drapeau, un espèce de faux groupe activiste qu'on ne connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam. Et ensuite, il y avait ce sabotage de réseau, l'exfiltration de données. Il y avait ensuite de la manipulation de données. Ça, vous avez pu le voir sur des Macron Leaks, par exemple. La publication sur Internet, la médiatisation et la déstabilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont plus rien à foutre de faire tout un scénario derrière leur publication de données. Ils font de l'intrusion et ensuite ils balancent tout sur, voilà, sur des forums ou des plateformes où on sait que les gens sont friands de ce type d'informations. Ça peut être sur 4chan, genre le chan politique. Je sais même pas, je pense que 4chan n'existe plus, mais sur le chan politique, ça peut être sur Reddit ou autre, où là directement il y a cette publication. Et donc, vu que ça cible des passionnés, ça va faire caisse de résonance, une médiatisation, et au bout, ce sera de la déstabilisation. Faut voir que d'ailleurs, un sabotage du réseau, le sabotage en soi, c'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment de déstabiliser. La conclusion, désolé d'avoir pris un peu trop de temps. Hier, on avait vraiment des campagnes d'attaque très massives. Donc, c'était des mecs qui aspergeaient de mails, voilà, des entreprises, etc., avec des vecteurs d'infection standards, notamment du phishing par mail, des waterholes, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment des campagnes d'attaque très sur mesure avec des vecteurs d'infection exotiques. Ça va être du supply chain, du frontal. Et ils vont essayer de cibler vraiment des trucs qui ne sont pas du tout supervisés dans les réseaux. Donc ça,
C'est ce qu'on voit émerger de plus en plus. Hier, les codes malveillants, c'était des trucs un peu complexes avec plein de modules. C'était des énormes frameworks comme les trucs des Five Eyes, les Regin, les trucs comme ça. Et ils étaient faits maison, donc ça c'était ultra discriminant parce que bah, évidemment un code de type Regin qui était une porte dérobée faite par les Five Eyes, bah, c'est tellement sophistiqué qu'il y a peu de pays qui peuvent ou d'entreprises privées qui peuvent la mettre en œuvre. C'était totalement discriminant. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment des codes malveillants très modulaires, c'est-à-dire que le code malveillant, c'est une coquille vide et qui va recevoir des ordres à interpréter en mémoire de la part de l'opérateur ou des trucs vraiment disponibles en source ouverte ou du living of the land, donc ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'on réutilise ce qu'on a dans le réseau de la victime, on utilise des binaires qui sont signés et approuvés par les solutions de sécurité voilà, pour faire les méfaits au sein des réseaux de la victime. Sur les communications, là aussi, on a des variantes. Avant, c'était vraiment des communications vraiment sortantes en HTTP, HTTPS vers des serveurs déposés, bah, typiquement les copains d'APT28. Aujourd'hui, on voit assez souvent des communications vraiment entrantes dans les réseaux ou des covert channels, par exemple utilisant des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc là, on voit que des flux légitimes avec des fois l'emploi de whitelist pour les victimes, des infras compromises et tout un tas de tunnels qui permettent de, genre Proxify, etc., qui vont permettre d'aller dans le réseau. Et donc hier, c'était vraiment des détections basées sur les signatures, des détections basées sur de l'IOC. Et aujourd'hui, bah, vu qu'il y a de moins en moins de code et voilà, de plus en plus de techniques, de TTP, etc., on aura des détections beaucoup plus axées sur des anomalies.